Hello tout le monde, c'est Loli, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote très sombre sur le 7e art. Et je vous avoue que je suis pas mal excitée parce que aujourd'hui, je vais mêler les petites anecdotes techniques que j'adhère, que j'incorpore d'habitude dans mes vidéos, sauf que là, je vais la mêler à quelque chose d'un petit peu plus narratif. Donc j'espère que ça va vous plaire. Âme sensible, s'abstenir. Revenons d'abord sur une petite histoire des supports, et ce bien avant la première projection cinématographique. Je vous le rappelle, la première projection cinématographique des Vues Lumière, c'était le 28 décembre 1895. Donc en 1821, Nicéphore Niepce va tester la photosensibilité par la méthode du bitume de Judée, c'est-à-dire que ce sont des plaques de cuivre sur lesquelles les images sont révélées grâce à de l'iode. Voilà, je me suis arrêtée en première pour ce qui est de la physique-chimie. Et donc il crée ainsi un premier principe d'impression d'image en 1825, l'héliographie. C'est donc la première forme de photographie, or les images sont très fragiles et en fait elles ne vont pas durer dans le temps. C'est donc un peu plus tard, en 1884, que George Eastman va inventer la pellicule Kodak. Puisqu'en fait des opérations chimiques vont permettre de rendre le nitrate de cellulose très flexible et solide, et du coup ça va nous permettre de l'utiliser en rouleau. Cependant, ce support se dégrade forcément par dépolymérisation. Alors ceux qui ont fait S, vous la pétez tout le temps, donc expliquez-nous donc ce que c'est en commentaire, merci. De plus, le nitrate de cellulose s'enflamme très rapidement à une température relativement faible, et en plus elle peut même brûler instantanément parce que cette température peut être facilement atteinte lors de sa décomposition. C'est pourquoi on appelle rapidement ces pellicules les films flammes. Donc je l'ai déjà dit mais je le répète, le cinéma naît le 28 décembre 1895 avec la première projection des Vues Lumière. Les films des frères Lumière en fait sont faits pour que le cinématographe intéresse les scientifiques. Et ça ne va pas du tout être le cas. Et alors ça va plutôt être les forains qui vont passer les vues lumière encore et encore jusqu'à épuisement de la pellicule. Donc il y aura des séances, mais comme je l'ai dit c'est plutôt des forains, c'est plutôt à titre de divertissement, alors qu'à la base le cinématographe avait été créé pour une visée scientifique. Et on remarque que le cinéma plaît plutôt à un public qui est d'abord aristocratique. C'est plutôt des aristocrates de la bourgeoisie qui vont aller regarder ces vues auprès des forains. On en arrive donc 2 ans plus tard à l'année 1897. C'est la période qui nous intéresse. Pour revenir sur un petit topo sur le Bazar de la Charité, à la base c'est un rassemblement d'œuvres caritatives qui existe depuis 1885. Et c'est donc 12 ans après sa création, l'année du drame, que le Bazar de la Charité va s'installer à Paris, rue Jean Goujon. Bon, c'était déjà un truc parisien, mais je veux dire, elle s'installe rue Jean Goujon dans un hangar, un vieux hangar en bois. Ce hangar, il est particulièrement long, il fait 80 mètres de long, donc c'est l'endroit parfait pour les événements qu'ils organisent dans un but caritatif. Le 6 avril 1897, le baron de Mâcon, à qui appartient le hangar, va rassembler les gérants, les responsables du bazar de la Charité, parmi lesquels se trouve la duchesse d'Alençon. Donc je vais en parler peut-être un petit peu plus dans cette analyse, puisque c'était une figure importante, tout simplement. Et donc il les rassemble pour leur annoncer son projet de décorer le hangar sur le thème du Moyen-Âge de Paris, pour pouvoir y faire plusieurs activités pour accueillir le public, plutôt de la haute bourgeoisie. Et donc à cette occasion, on va projeter des Vues Lumière par le biais du cinématographe. Donc l'événement devait se dérouler du lundi 3 mai 1897 jusqu'au jeudi 6 mai, et il devait y avoir donc une invitation assez massive de tout ce qui est des personnes de la petite bourgeoisie jusqu'à la haute aristocratie française. Donc moi je vais en venir au jour du drame, c'est-à-dire le mardi 4 mai 1897. Tout d'abord, dans le contexte de l'époque, le hangar est béni à 15 h, et puis la foule, voilà, est accueillie, peut envahir les allées du Bazar de la Charité. Donc il y a des projections des Vues Lumière, etc. Et puis vers 4h30 de l'après-midi,
on se rend compte que la réserve d'éther du cinématographe doit être remplie. Puisqu'en fait, à l'époque, le projecteur était alimenté par de l'éther. Donc en fait, on cherche à le faire, sauf que l'appareil est vachement mal isolé, donc les vapeurs d'éther vont très vite prendre feu au contact de la chaleur. Sans parler des bobines de nitrate de cellulose dont on a parlé juste avant et qui sont très inflammables, donc tout commence à se transformer en un brasier. Les organisateurs du bazar de la Charité sont rapidement prévenus et donc ils commencent à faire comprendre qu'il faut évacuer le bâtiment. Donc tout commence à se dérouler plutôt dans le calme, sauf que le feu commence à se répandre très rapidement, puisque je vous rappelle que toute la structure est en bois, en fait c'est du vieux bois, donc ça prend feu comme du petit bois. Il y a tous les rideaux qui prennent feu, tous les décors du coup, le bois, toutes les structures, jusqu'au plafond qui est en goudron et qui prend feu. Donc imaginez-vous, vous êtes dans un grand hangar et tout est en feu en fait. Ça part des rideaux, ça monte sur les murs jusqu'au plafond et vous êtes dans un immense brasier. Donc tout le monde commence à crier, à perdre son sang-froid, tout le monde courait dans tous les sens et donc là c'était plus possible en fait d'évacuer normalement, d'autant plus que toutes les sorties commençaient à prendre feu, donc le public se dirigeait vers la moindre petite lucarne qu'il trouvait et qui était libre pour atteindre l'extérieur. Comme vous l'avez compris, je peux pas me cibler sur toutes les histoires de toutes les victimes du bazar de la Charité, mais du coup pour représenter le fait que à cet événement il y avait surtout des invités qui faisaient partie de la haute aristocratie, je vais vous parler de la duchesse d'Alençon dont je vous ai fait part et qui donc était l'une des organisatrices du bazar de la Charité ce jour-là. Donc la duchesse d'Alençon n'était autre que Sophie Charlotte de Bavière, donc la petite sœur de Sissi l'impératrice, qui devient donc par son mariage avec le duc d'Alençon, la duchesse d'Alençon. Donc la duchesse faisait partie de l'organisation et elle a dit qu'elle ne sortirait pas du brasier tant que tout le monde n'était pas évacué. Donc elle a dit occupez-vous des autres, moi c'est bon, je m'occupe de moi, je sortirai, mais occupez-vous donc du public. Ce qui est quand même un acte de bravoure. Et lorsqu'elle se décide à tenter de s'enfuir, en fait, elle va être encerclée par les flammes. Il n'y a plus aucune sortie qui sera libre et donc elle va trouver la mort dans cet incendie meurtrier qui a fait également beaucoup de victimes. Donc le bazar de la Charité est complètement submergé par les flammes lorsque les pompiers arrivent sur les lieux de l'incendie. En un quart d'heure seulement, tout le bazar, tout le hangar est consumé. On perçoit les décombres du hangar avec toute la structure boisée, donc les résidus de poutres qui sont encore noircis par l'incendie, qui sont encore fumantes, et sous les cendres, plusieurs cadavres. Donc c'était vraiment une vue, je vous laisse imaginer, qui était devant laquelle on devait se sentir complètement impuissant. Je vais d'ailleurs vous lire une citation donc du Figaro du 5 mai 1897, donc le lendemain. On vit un spectacle inoubliable dans cet immense cadre de feu formé par l'ensemble du bazar, où tout brûle à la fois, boutiques, cloisons, planchers et façades. Des hommes, des femmes, des enfants se tordent, poussent des hurlements de damnés, essayant en vain de trouver une issue, puis flambent à leur tour et retombent en monceaux, toujours grossissants, de cadavres calcinés. Donc voilà, ça a quand même bien marqué la société parisienne de l'époque. C'est un événement qui est connu normalement dans le milieu du cinéma parce qu'elle a eu de nombreuses répercussions, je vais en parler juste après. Donc dès que ça va être faisable, les corps vont petit à petit être retirés des décombres et des cendres, et puis ils vont être portés jusqu'au palais de l'industrie où les familles vont se rendre pour pouvoir identifier les corps. Et donc après l'horrible événement, la chapelle Notre-Dame de Consolation va être construite en fait sur le terrain donc de la rue Goujon en guise de mémorial pour les victimes de l'incendie. Donc comme pour se souvenir de l'anniversaire macabre de cet horrible événement, la première pierre va être posée le 4 mai 1898 et la chapelle va être inaugurée le 4 mai 1900. On a retrouvé le corps de la duchesse d'Alençon, donc qui a quant à lui été identifié grâce à l'empreinte dentaire. Il est dit qu'on a retrouvé vraiment des marques de torsion, de douleur sur le corps de la duchesse, donc on ne sait pas vraiment, à cause des autopsies de l'époque qui étaient peut-être pas aussi précises qu'aujourd'hui, si elle est morte étouffée par le feu, la fumée, ou si elle a été brûlée vive. Voilà, je vous laisse imaginer. On a pu déjà percevoir des marques de torsion, de douleur en fait sur son corps, et c'est juste horrible de s'imaginer ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes
lors de cet incendie. Et donc son corps a été inhumé dans la chapelle royale de Dreux. Où elle a donc un gisant, donc c'est-à-dire une reproduction en pierre sous lesquelles se trouvent qui subsistent de son corps. Donc ici ses cendres, j'imagine. Donc comme vous avez dû pouvoir le constater par rapport à ce que j'ai dit, les victimes de cet incendie sont principalement des femmes de l'aristocratie française. Et donc très vite, lorsque l'enquête a été menée et que les résultats ont été donnés dénonçant le cinématographe comme responsable de cet incendie meurtrier, et tout de suite le public a un peu boudé le cinéma. On a tout de suite pensé que c'était la fin de sa carrière. La bourgeoisie a même fait en sorte qu'on arrête les projections, qu'elles soient interdites. Bon, elles ne vont être interdites que pendant un temps, mais du coup on peut comprendre qu'à partir de ce moment-là, le cinéma devient un art populaire. Donc plus tard, on va mettre en place de nouvelles améliorations sur le cinématographe. Les frères Lumière vont inventer une lampe électrique pour éviter ces risques avec les vapeurs d'éther. Et on va inventer aussi un support acétate qui va remplacer le support nitrate, qui sera donc beaucoup moins inflammable, mais par contre au niveau de la dégradation, il se dégrade aussi inévitablement comme le support nitrate. Ça s'appelle le syndrome vinaigre si vous voulez, c'est que ça tourne au vinaigre et surtout c'est irréversible. Et c'est beaucoup plus tard, dans les années 1980, qu'on va inventer le support polyester, donc qui lui ne se dégrade pas, en tout cas pas autant, que l'on peut donc protéger et qui va être utilisé jusqu'à l'utilisation du numérique. En tout cas, soyez rassurés, aujourd'hui pratiquement toutes les salles de cinéma sont équipées de supports numériques, donc il y a quand même beaucoup moins de risques d'incendie et puis on ne projette plus dans des vieux hangars en bois. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de ne pas être trop macabre dans mes éléments et dans mes descriptions, j'ai essayé de ne pas trop faire d'humour parce que c'est pas bien de rigoler de ça. C'est plus pour adoucir le truc parce que je voulais pas que ce soit une vidéo vraiment qui plombe l'ambiance, parce que c'est un événement important qu'il faut prendre en compte dans l'histoire du cinéma, parce que comme je vous l'ai dit, on a vraiment pensé que du coup il n'y aurait plus jamais eu de représentation cinématographique, que ça allait être fini à partir de ce moment là. Mais vous imaginez bien qu'avec la concurrence étrangère qui elle continuait de développer le cinéma, et tout de suite on a oublié ce petit incident et puis on a continué nos productions cinématographiques. Voilà, je pense que cet événement nous apprend beaucoup de la nature humaine. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si vous ne le connaissiez pas, voilà, que vous le connaissez désormais. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!